La deuxième solution matérielle, ce sont des instructions machines spécialisées. Bien sûr, les machines modernes, elles sont dotées ou bien équipées d'instructions machines pour résoudre ce problème de section critique. Donc, on va voir deux instructions atomiques. Atomique veut dire que ce sont des instructions indivisibles. On parle d'instructions atomiques ou bien d'opérations atomiques. On va voir deux instructions. La première, c'est l'instruction test and set lock, TSL. La deuxième instruction, c'est l'instruction exchange ou bien ce qu'on appelle le swap. Pour la première instruction, l'instruction TSL, il s'agit d'une instruction qui renvoie l'ancienne valeur du verrou, lock, bien sûr c'est une variable, et définit sa nouvelle valeur à 1. Bien sûr, les deux valeurs possibles pour cette variable, c'est 0 ou bien c'est 1. Donc à chaque fois qu'on va utiliser cette instruction, il va renvoyer l'ancienne valeur du verrou, il va changer la valeur à 1. Les opérations qui consistent à lire la valeur du verrou et à y stocker une nouvelle valeur sont absolument indivisibles. C'est ce qu'on appelle les instructions atomiques. Bien sûr, les deux opérations, c'est-à-dire la lecture et le stockage, ne seront pas interrompues. C'est pour ça qu'on parle d'instructions atomiques. Ils vont être exécutés sans interruption. Si un processus exécute actuellement une instruction du genre TSL, aucun autre processus n'est autorisé à faire de même tant que le premier processus n'est pas terminé. C'est ce qui fait la force de cette instruction. Initialement, la valeur du verrou est définie à 0, donc toujours on va la définir à 0. Donc la valeur 0 veut dire que la section critique est actuellement libre et qu'aucun autre processus l'occupe. Par contre, la valeur de verrou qui vaut 1 signifie l'inverse, c'est-à-dire la section critique est déjà occupée par un processus. Donc, essayons de voir l'implémentation de cette instruction. Donc, ici, nous avons un exemple en langage assembleur. Bien sûr, vous voyez qu'on a deux routines. La routine enter region, qui est composée de 4 instructions, et la routine leave region, qui est composée de 2 instructions. Bien sûr, ici on suppose qu'on a deux processus toujours, le processus A, le processus B. Donc on suppose que le processus A veut exécuter sa section critique à l'instant t égale à 1. Il sort de la section critique à l'instant t égale à 3, alors que le processus B veut exécuter sa section critique à l'instant t3. Il veut terminer ou bien il veut quitter la section critique à l'instant t4. Bien sûr, lorsque l'un des deux processus veut entrer dans la section critique, il doit appeler la routine enter region. Donc à chaque fois qu'il veut entrer, il doit appeler cette routine. Une fois il exécute sa section critique, il veut quitter, donc il doit appeler la routine leave region. Donc pour le processus A, à l'instant t égale à 1, il doit appeler cette routine. Lorsqu'il termine, exécute et termine sa section critique, il doit appeler cette routine. De même pour le processus B, il doit appeler à l'instant t égale 3 cette routine, et à l'instant t égale à 4, il doit appeler cette routine pour libérer la section critique. Donc, essayons de voir en détail l'exécution de cette instruction. Donc, j'ai le processus A qui demande d'accéder et d'exécuter la section critique à l'instant t égale à 1. Nous avons dit que chaque processus qui désire exécuter sa section critique, il doit appeler la routine enter region. Donc, par la suite, le processus A à l'instant t égale à 1, ou bien à l'instant t1, il doit appeler la routine enter region. Donc, il va l'appeler. On commence par la première instruction. Donc, on voit ici, on a l'instruction TSL. Donc, avec deux arguments, si on veut dire, si on veut les appeler des arguments. Donc, on a un registre et on a le verrou, la variable verrou, lock. Donc, cette instruction, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va copier le contenu de notre verrou, la variable lock. Il va le copier dans le registre. Il va changer le contenu du verrou à 1. Il ne faut pas oublier que nous avons dit qu'on initialise toujours la variable verrou à 0. Donc, ceci dit qu'on va copier 0 dans le registre et on va mettre 1 dans la variable verrou. Donc ici, on a le processus A, on a le registre qui est dans un premier temps vide, on n'a rien, et on représente
la variable verrou par un cadenas et le contenu qui vaut 0. Bien sûr, après l'exécution de la première instruction, donc on a copié le 0 qu'on avait dans la variable verrou, la variable lock, on l'a copié dans le registre, c'est pour ça qu'on a maintenant le 0 dans le registre, et on a changé le contenu du variable verrou à 1. Ensuite, on fait quoi? On va comparer le contenu du registre avec la valeur 0. Donc on a deux cas de figure. Ou bien on a égalité, ou bien on n'a pas égalité. Si on n'a pas égalité, c'est-à-dire la variable qu'on a copiée dans le registre était égale à 1, c'est-à-dire le verrou ne valait pas 0, mais plutôt 1. Dans ce cas-là, donc jump if not equal. Donc si on n'a pas égalité entre le contenu du registre et 0, on va sauter et appeler encore une fois la routine IntelliGen. Et on va faire ces deux instructions. On va faire plutôt cette première instruction. On va faire cette comparaison. Si on n'a pas toujours l'égalité, on va refaire l'appel encore une fois et encore une fois, jusqu'à ce qu'on a cette égalité pour accéder à la section critique. Si maintenant on a égalité, qu'est-ce qui se passe? Si on a égalité, on ne va pas sauter, mais plutôt on va retourner au processus qui a appelé cette routine. On va lui donner la main pour exécuter sa section critique tout simplement. Une fois le processus, par exemple, le processus a eu accès à la section critique, il va l'exécuter. Donc, entre T1 et T3, une fois il termine, on doit appeler la routine leave version qui va faire quoi? Qui ne va faire que stocker 0 dans la variable verrou. C'est comme s'il va revenir au point départ. Maintenant, supposons que lorsque le processus A était en train d'exécuter sa section critique entre T1 et T3, le processus B, par exemple, à un instant qui est entre T1 et T3, T2 par exemple, veut accéder à la section critique. Qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, il doit appeler aussi la routine IntelliGen. Donc, supposons que le B, à cet instant-là, T2, appelle la routine IntelliGen. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, dans le lock, on a 1. On n'a pas encore appelé le processus A, n'a pas encore terminé sa section critique. Et donc, il n'a pas appelé la routine leave version. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a comme valeur dans la variable lock? On a normalement 1. OK. Donc, lorsque le B appelle la routine IntelliGen, donc on a cette première instruction qui va s'exécuter. Il va copier le contenu de lock qui vaut 1. Il va le mettre dans le registre. Et lorsqu'on arrive à cette comparaison, on compare le contenu du registre qui vaut maintenant 1. On va le comparer à 0. Est-ce que c'est égal? Non. Not equal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler encore une fois cette routine. On trouve toujours que on a 1 qui est différent de 0 et on va appeler jusqu'à ce que le processus A termine sa section critique. Il appelle la routine leave version qui va mettre 0 dans le lock à cet instant-là. Lorsque le processus B appelle la routine IntelliGen, on trouve que dans le lock on a 0. On va le mettre dans le registre. Donc on compare 0 avec 0 et par la suite on donnera l'accès à la section critique au processus B. C'est comme ça que ça se passe. Et si vous avez remarqué, lorsqu'on a dit que le processus B appelle la routine IntelliGen à un instant qui est entre T1 et T3, nous avons dit qu'il va appeler, c'est comme si on va boucler plusieurs fois, donc ça nous rappelle les boucles que nous avons vues dans l'algorithme 1, 2 et 3. Donc c'est le même principe. Maintenant, essayons de voir la deuxième instruction matérielle, toujours dans la partie des solutions matérielles, l'instruction exchange, ou bien ce qu'on appelle le swap ou bien le swapping. Donc, c'est une instruction qui fait exactement la même chose que l'instruction TSL, Test and Set Lock. Sauf qu'ici,
on va échanger le contenu, au lieu de copier, on va échanger tout simplement le contenu de la variable verrou et le registre. Le reste, c'est exactement le même que l'instruction qu'on vient de voir. Donc, les deux instructions fonctionnent exactement de la même façon. Donc maintenant, on va parler un peu de problème de l'attente active. Si vous avez remarqué, donc, que ça soit pour les algorithmes qu'on a vus dans la partie solution logicielle, même si le premier algorithme et le deuxième ne fonctionnent pas parce qu'ils ne vérifient pas la deuxième condition, qui est le progrès. On a parlé de l'algorithme de Peterson, qui vérifie les trois conditions. Cet algorithme souffre de ce qu'on appelle l'attente active, c'est-à-dire lorsque un processus est en train d'exécuter sa section critique, l'autre, il va boucler ou bien sera bloqué dans une boucle. À chaque fois, il va tester est-ce que le désir ou bien est-ce que le tour d'un processus a changé, et ainsi de suite. Donc, il sera toujours bloqué dans cette boucle jusqu'à ce que votre processus libère la section critique. De même pour les solutions matérielles, les deux instructions qu'on vient de voir, instruction TSL ou bien Exchange, à chaque fois que l'un des processus est en train d'exécuter sa section critique, l'autre processus il sera en train d'attendre. Il va boucler et il sera en train d'attendre jusqu'à ce que l'autre libère la section critique. C'est ce qu'on appelle l'attente active. Le problème, c'est qu'avec l'attente active, on souffre de beaucoup de problèmes. Le premier, c'est le gaspillage de temps de l'unité centrale. C'est clair parce que lorsque l'un des deux processus est en train de faire sa section critique, l'autre teste toujours dans la boucle. Il va toujours tester est-ce qu'on a l'égalité. Et donc, ceci consomme l'unité centrale. Le deuxième problème, c'est ce qu'on appelle l'inversion de la priorité. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'inversion de la priorité? Donc ici, on a un exemple. Supposons qu'on est sur une machine, un ordinateur, et on a seulement deux processus. Le processus H qui a une priorité plus grande, plus élevée, et le processus L qui a une priorité plus basse. Donc d'un point de vue ordonnancement, si le H est dans la file d'attente des processus prêts, alors H doit être choisi pour être exécuté, parce qu'il a la priorité la plus grande. Maintenant, on est dans une situation, donc dans l'instant TI, le L est en train de s'exécuter au niveau des unités centrales, et bien sûr, en plus particulièrement, il est en train de faire sa section critique. Après un certain moment, à l'instant TI plus J, le H arrive dans la file des processus prêts. Puisque le H possède une priorité plus élevée, plus grande, donc il va interrompre le L, il aura l'accès à l'unité centrale. Donc le L sera interrompu, le H va prendre l'unité centrale. Sauf que le H ne pourra pas faire sa section critique. Donc une fois il veut faire sa section critique, il sera bloqué dans la boucle d'attente. Pourquoi? Parce que le L, lorsqu'on a interrompu le L n'a pas encore terminé la section critique. Et par la suite, il n'a pas libéré la section critique. Donc le L qui a une priorité plus basse que le H va bloquer le H qui a une priorité plus élevée. C'est pour ça qu'on appelle ce problème, ou bien cette situation, l'inversion de la priorité. Donc le H ne sera jamais interrompu et le L ne peut plus sortir de la section critique. Donc, dans ce genre de situation, lorsqu'on a une section critique qui prend beaucoup de temps, qui est longue, il sera préférable de bloquer les processus qui doivent attendre. Donc, au lieu de faire le test dans la boucle, à chaque fois on teste et on est bloqué dans la boucle, donc il serait préférable de bloquer ces processus jusqu'à ce que notre processus libère la section critique et on va les laisser faire leur section critique sans faire le test dans la boucle. Bien sûr, on a des primitives qui aident ou bien qui servent à bloquer un processus et d'autres qui font l'effet inverse. On a deux primitives ou bien deux appels système. On a l'appel système sleep, c'est un appel système qui bloque un processus jusqu'à l'instant où il sera réveillé par un autre. Et donc, on pourra utiliser par la suite l'appel système wake up pour réveiller le processus lorsque l'autre processus a terminé sa section critique. Donc, c'était tout pour la cinquième partie qui concerne la synchronisation entre les processus. Donc, on a vu les deux solutions, les solutions logicielles et les solutions matérielles. Bien sûr, on n'a pas vu toutes les solutions pour ce problème de section critique ou bien des situations de compétition. Il existe bien d'autres solutions telles que les sémaphores, les moniteurs, les barrières et bien d'autres. Mais on ne va pas les voir dans ce cours-là, donc on va se contenter de ce qu'on a
vu jusqu'à maintenant. La prochaine fois, on va essayer de voir la gestion de la mémoire.